vient du latin médiéval qui signifie ce qui est au-dessus. Donc, dans les régimes qu'on appelle les régimes hétéronomes, c'est des régimes qui ne sont pas des démocraties, comme l'oligarchie, la tyrannie, la monarchie, c'est celui qui est au-dessus qui est le souverain. Et ce combat que nous allons faire, ce n'est pas parce que les femmes sont au devant. Parce que chaque fois, c'est les hommes qui font. Ils vont à la guerre, ils font tout. Aujourd'hui, nous avons décidé, nous, femmes, d'aller contre le 4e mandat. Cette volonté des femmes ivoiriennes de mettre sur pied un travail d'élaboration de lois au soutien du peuple est révolutionnaire. C'est la première fois dans l'histoire que les femmes décident de faire cela. Cette volonté des femmes ivoiriennes de mettre sur pied un travail d'élaboration de lois au soutien du peuple est révolutionnaire. C'est la première fois dans l'histoire que les femmes décident de faire cela. Sûrement que leur vision est différente de celle des hommes. Elles vivent directement et pleinement la vie. Aux hommes. Nous, hommes, avons été vaincus plusieurs fois en Afrique. Nous, hommes libres, nous qui voulons être libres. Je parle de nous parce que je fais partie de tous les mouvements anticoloniaux. Nous sommes avec les mouvements anticoloniaux en Afrique. Nous savons que le colonialisme en Afrique a engendré l'esclavage, la déstabilisation, la mort, la pauvreté. Nous devons sortir de ce cycle. Le capitalisme actuel œuvre sans cesse à la déstabilisation. Il peut même perdre ses gains. Il gagne en déstabilisant tous les pays qu'il touche. Tous les pays sont condamnés à se faire la guerre. Et ceux qui s'entre-déchirent ne connaîtront jamais la croissance. Ils resteront à jamais esclaves de leur guerre, de leurs conflits et des capitalistes qui exploitent leurs ressources. Je crois que les femmes ont une vision alternative de ce monde. Il est possible que les femmes puissent nous apporter une réponse que nous n'avons pas encore trouvée. Il est donc juste d'admettre que nous n'avons pas encore acquis toutes les compétences. Nous sommes confrontés à des adversaires redoutables, puissants et vicieux. Redoutables et vicieux, car ils cherchent à nous déstabiliser. Déstabiliser signifie détruire. Et la destruction a été toujours plus facile que construire. Et cela, les femmes l'ont si bien compris. Elles cherchent toujours à construire. Elles doivent construire tous les jours, donner la vie, éduquer et faire grandir. Je souhaite alors que les Ivoiriens de la diaspora européenne, surtout ceux de Brescia, aient la capacité, la volonté de prendre part à la vie politique des lieux où ils résident, en vue de transmettre leurs expériences dans leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Ainsi, ils pourront nous transmettre aussi l'expérience des femmes en Côte d'Ivoire, ici chez nous, ce qui fait et rend le monde petit, malgré sa densité et sa diversité. C'est très important cet échange. Ce fut pour moi un grand plaisir, avec mon parti, de vous accueillir ici pour cette initiative d'échange politique. Je vous souhaite un bon travail. Je vous transmets les salutations de mon parti et je vous remercie. Bonsoir, chers frères, chers camarades, chers patriotes de Côte d'Ivoire. Alors, je suis heureuse ce soir de vous voir. Et je sais que toujours vous entendez souvent parler de CNTIF.
Sinon, les bassamoises. Mais d'aucuns demandent, mais qu'est-ce que c'est? Et souvent, vous voyez notre fils, notre petit frère François Bouma, sur les réseaux sociaux, parler des bassamoises. Alors, pour dire, le CNTIF, comme l'a déjà dit mon prédécesseur, c'est le Conseil national de transition ivoirienne féminine. Pourquoi féminine? Parce que l'ambassadeur Kokora, au lendemain du 25 octobre 2025, avec nous, nous avons vu ensemble que la Côte d'Ivoire était perdue pour les Ivoiriens et qu'il fallait repenser à une autre chose. Et nous avons, dans le mois de novembre à décembre, lancé une pétition pour invalider ce 4e mandat que tout le monde connaît. Et à la suite, nous avons décidé avec lui et par notre porte-parole, qui est notre communicant direct, François Bouma, de parler aux Ivoiriens. Mais nous savons que les Africains, surtout ceux qui ont été colonisés par la France, ont un combat commun. Ils parlent du néocolonialisme. Et souvent, on a marché de Brescia, de Vérone, de je ne sais pas où, jusqu'à Rome, pour marcher contre le CFA. Mais est-ce que ce sont ces deux éléments-là qui sont notre problème vraiment? Est-ce que le problème de l'Africain, c'est le CFA? Est-ce que le problème de l'Africain, c'est le néocolonialisme ou bien la colonisation? Nous avons dit non, nous les femmes bassamoises. Nous avons dit que le problème réel qui nous met dans cette situation, c'est la Constitution. Pourquoi la Constitution? Parce que cette Constitution est, comme le dira l'italien, une copia incolla. Ça veut dire une photocopie de la Constitution française. Et à partir de cette photocopie de la Constitution française, le président, s'il est dans ce moule-là, tous les Ivoiriens seront malaxés dans ce moule. Ça veut dire que la France peut venir faire ce qu'elle veut parce que nous faisons partie d'elle. Alors nous, les femmes bassamoises, à travers le CNTIF, nous disons non à la Constitution. Et ce que nous proposons depuis décembre 2025, à travers la présidente de ce conseil-là, qui est Ghislaine Doué, elle a dit, après le 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien ne reconnaît pas ce 4e mandat. Le peuple ivoirien ne reconnaît pas le président Dramane Ouattara. Et toutes les institutions qui les accompagnent ne sont pas reconnues. Et nous avons mis la Côte d'Ivoire sous transition. Et c'est dans ce moment de transition que nous sommes. Et nous proposons plutôt au peuple ivoirien de réécrire sa constitution, qui va faire de lui le propriétaire de son pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ce soir, nous avons notre fils. Souvent, il se dit qu'il n'est pas ivoirien, mais moi, je dis qu'il est ivoirien parce que je l'ai accouché. Je l'ai accouché. Donc, ce soir, il va nous parler, nous expliquer ce qui en est vraiment de notre démarche que nous avons commencée depuis novembre 2025. Alors, avec lui, je voudrais dire merci à notre grand frère, juriste et écrivain, Sylvestre Niakale, qui est venu de Londres, de l'Angleterre, vraiment pour nous soutenir dans ce mouvement, dans cette action, dans ce combat. Et j'aimerais que vraiment on lui dise bravo, merci beaucoup. Et il est venu avec son épouse qui est là dans la salle. Alors, nous allons commencer. Je vous dis encore merci. Merci de tout cœur. Et ce combat que nous allons faire, ce n'est pas parce que les femmes sont au devant.
Parce que chaque fois, c'est les hommes qui font. Ils vont à la guerre, ils font tout. Mais aujourd'hui, nous avons décidé, nous, femmes, d'aller contre le 4e mandat, de permettre à notre pays de posséder ce qui est à lui, à travers son peuple. Donc nous voulons que le peuple lui-même écrive sa propre constitution pour pouvoir dire « je ne veux pas de ça, je veux de ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça ». Le pouvoir doit revenir au peuple. Parce qu'en démocratie, c'est pour le peuple qu'on travaille. Et c'est le peuple qui a la parole. Donc nous voulons remettre les choses en place. Nous n'avons pas dit que nous haïssons telle personne ou telle personne. Nous ne sommes même pas un parti politique. Nous sommes des femmes. Nous sommes donc des femmes éprises de justice. Nous sommes des femmes parce que c'est la femme qui donne la vie. Et à partir du moment, on ne peut pas laisser un pays couler. Le sang a beaucoup coulé, mais nous voulons envoyer à la Côte d'Ivoire sa liberté, sans effusion de sang. Parce que nous avons vu avec nos mamans, les Marie Corée, les Mamba Bakayoko, qu'elles sont allées marcher. Le frère l'a déjà dit. Elles sont allées marcher pour libérer leurs époux. Mais elles n'ont pas fait la guerre. Nous avons Abla Pokou. Pour la paix, elle a fui un territoire et elle a sacrifié son enfant. Notre père des nations, qu'on appelait Houphouët-Boigny, sa devise était la paix. Sa devise était la paix. Donc nous venons avec la paix pour libérer notre pays, lui donner une constitution qui lui appartient. Merci. Au mois de septembre, Pascal Kokora, je rentrais d'une conférence à Édimbourg et Pascal Kokora m'a demandé de réfléchir sur la situation ivoirienne parce que pour ça, je ceux qui me connaissent, je travaille sur la Côte d'Ivoire depuis 2023 à la faveur de ma rencontre avec Laurent Gbagbo, une rencontre, je dirais, spirituelle et symbolique. Et depuis ce jour, je me suis penché chez la Côte d'Ivoire. Je commence à étudier la Côte d'Ivoire. Et vous savez, lorsque vous faites un travail de conception opérationnelle, ce qui vous intéresse, on commence par ce qu'on appelle l'étude de l'environnement opérationnel. Et en l'occurrence, dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'environnement opérationnel, c'était le pays physique de la Côte d'Ivoire, avec les acteurs et les facteurs à la fois historiques, sociologiques, ethniques, et tout ce que vous savez. Et puis il y a ce qu'on appelle les acteurs, ce sont les acteurs de la société civile, les populations ivoiriennes elles-mêmes, comprendre l'histoire du peuple ivoirien. Voilà un peu le travail qui fut le mien. Et au thème de cette étude de l'environnement opérationnel, j'ai élaboré ce qu'on appelle une conception opérationnelle. Pourquoi? Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune et quand j'étais étudiant, je me rendais à Saint-Cyr en France, où on forme les soldats, parce que j'étais féru de la chose militaire. Pourquoi? Parce que mon grand-père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale et donc il a été blessé. Et quand j'étais enfant, on jouait aux échecs et on parlait des récits militaires. C'est ainsi que j'ai gardé cet esprit militaire de conquête et tout ça. Donc, mesdames et messieurs, la soirée qui nous réunit aujourd'hui, c'est le thème, c'est le peuple ivoirien reprend le pouvoir constituant. J'ai voulu que vous voyez le thème parce que mon graphiste avec qui je travaillais, il a mis le verbe reprend en rouge parce que c'est le verbe le plus important. Pouvoir constituant, c'est un mot important, mais vous savez, c'est un mot clé. Ce qu'on appelle un mot clé en français, c'est le mot qui permet d'entrer dans le sens de l'énoncé, ce qu'on appelle l'acte de parole. C'est ça qui est le verbe reprendre. Mais reprendre, il y a un petit mot, vous savez, ce qu'on appelle les mots dérivés. Ici, il y a le verbe prendre plus le préfixe qu'on appelle re. Ça fait que du coup, reprendre est un verbe dérivé. Le reprendre, c'est le retour à la source. Revenir et voir ce que j'ai laissé, que je n'ai pas pris. Et le peuple ivoirien a laissé quelque chose qu'il n'a pas pris. Et aujourd'hui, les femmes, en l'occurrence Valérie Baka, Ghislaine Doué, rappellent aux Ivoiriens, vous avez oublié quelque chose que vous n'avez pas pris. Et ce que vous n'avez pas pris et qui fait que vous souffrez depuis des années, vous n'avez pas pris le pouvoir constituant. Pour moi, c'est le plus beau message jamais lancé sur le continent africain. C'est la première fois que sur le continent, on pose une question fondamentalement claire. Du peu que je connais de l'Afrique, jamais on avait posé un problème en rappelant à un peuple tout entier que tout son malheur réside dans le fait qu'il a oublié devant la porte de sa maison la clé en allant en ville, parce que si tu oublies la clé, c'est comme un peu ce récit spirituel musulman qui rappelle qu'il y avait une mystique musulmane. C'est une femme, elle s'appelle Rabia Adawiya. On raconte un jour, Rabia Adawiya était devant sa maison, elle fouillait la terre. Et puis le voisin d'à côté lui dit, mais Rabia, que cherches-tu? Elle dit, je cherche la clé. Mais puis tout le monde vient aider Rabia à chercher la clé.
Et puis, à un moment donné, il commençait à faire soir. Le soleil commençait à se coucher. On lui dit, mais Rabia, essaie de te rappeler où la clé est tombée pour qu'on puisse le chercher. Mais elle dit, oui, mais je sais où la clé est tombée. On dit, mais où est-ce que la clé est tombée? Elle dit, la clé est tombée dans la chambre. Alors les gens lui disent, comment une clé qui est tombée dans la chambre, tu vas chercher ça dehors? Le peuple ivoirien cherche son salut dehors au lieu de le chercher à l'intérieur. Et cet intérieur-là, c'est le pouvoir constitutionnel. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi le verbe reprendre ici, c'est le mot fondamental de ce sujet si nous voulons comprendre ce qui va être en train de se passer et ce que ces femmes ont initié qui est absolument révolutionnaire. Mais en même temps, pour celles et ceux qui ont fait comme moi la classe de 6e, je dis ça comme ça pour rigoler, mais très souvent, moi quand je rentre à l'université, la première des choses que mon professeur me dit, va reprendre ton cahier de 3e. Parce que très souvent, on oublie ça, que c'est la grand-mère, c'est la base de tout. Et pour moi qui ai une éducation française, la langue française a été ma langue maternelle, my native language, comme on dit en anglais. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais reprendre la grand-mère. Et ça, c'est très important pour nous. Et en grand-mère, cette phrase, le peuple ivoirien reprend le pouvoir constituant, c'est ce qu'on appelle un énoncé. À l'université, on parle d'acte de parole. Mais un énoncé peut être clair. Alors, en ce moment-là, on dit l'énoncé est explicite. Mais il peut ne pas être clair. Il demande qu'on l'interprète. En ce moment-là, on parle d'implicite. Mais il y a deux catégories d'implicite. Il y a ce qu'on appelle le présupposé et il y a ce qu'on appelle le sous-entendu. Et mesdames et messieurs, ici, nous avons un sous-entendu. Et quel est le sous-entendu? Le peuple ivoirien reprend le pouvoir constituant. Et ça sous-entend que le peuple ivoirien a oublié que c'est lui qui est le souverain. Ça veut dire que dans ce moment où les femmes ont décidé de parler, ça veut dire que dans toute l'histoire du sous-continent ouest africain, les Africains ne se sont jamais battus pour la souveraineté africaine. Un homme politique ou une femme politique qui vient vous dire qu'en Afrique on s'est battu pour la souveraineté, c'est un menteur ou un charlatan. C'est ce que les femmes sont venues nous rappeler. Elles sont venues nous rappeler que nous avons oublié, mais un oubli qui fait mal. C'est l'oubli de quelque chose de fondamental. Se battre pour la souveraineté, ce n'est pas la même chose que se battre contre un oppresseur. En Afrique, on s'est battu contre un oppresseur. On ne s'est jamais battu pour la souveraineté et pour le développement africain. Je vous donne un simple exemple. L'Iran, à lui tout seul, en 2024, c'est 82 000 articles scientifiques. Toute l'Afrique, de l'Algérie, en Afrique du Sud, c'est 54 000 articles. L'Iran, à lui tout seul. Mais comment veux-tu te battre pour ta souveraineté quand tu n'as pas la maîtrise scientifique, quand l'économie de la connaissance et de l'innovation n'existe pas chez toi? En Côte d'Ivoire, en 2000, Laurent Gbagbo, en 2001, a dépensé beaucoup de milliards pour faire une réconciliation à laquelle beaucoup de milliards pouvaient permettre de faire. En Afrique, on ne s'est jamais battu pour la souveraineté. On s'est battu contre un oppresseur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui le dit. Gbagbo a écrit un texte absolument magnifique. Sur ce coup, reconnaissons que Gbagbo a du génie. J'ai amené le texte de Laurent Gbagbo, c'est Pascal Kokora qui me l'a offert. Comme je pouvais partir avec le livre, j'ai photocopié le livre à Washington avant de venir. Je vais vous lire quelques passages où Laurent Gbagbo nous rappelle notre erreur fondamentale à tous. Pas seulement l'erreur des politiques, mais aussi l'erreur du peuple en tant que tel. Nous avons oublié de nous battre pour la souveraineté et le développement. Nous nous sommes contentés de nous battre contre un oppresseur. Notre erreur vient de là. Et ce qui me plaît dans les combats des femmes aujourd'hui, je me suis engagé, pour lesquels je renonçais à tout, et même renoncer à une personne qui me tient à cœur, la personne qui partage ma vie, qui vit à l'étranger, et pour lesquels je suis là, alors que j'aurais pu être là avec elle le 1er mai, parce que le 1er mai c'est mon anniversaire, je suis né à 8h30 le 1er mai, mais je suis avec les femmes parce qu'elles ont touché un point fondamental, c'est-à-dire qu'on a oublié sur le continent africain depuis 1958, on a oublié de se battre pour la souveraineté, on se bat uniquement contre un oppresseur. Et c'est là où les Occidentaux, c'est là où le colonialisme, c'est là où l'impérialisme nous a eu. Il nous a fait focus sur lui pour qu'on oublie de nous penser nous-mêmes. Et que dit Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo parle, il dit ici, nous sommes à la page 33 de son livre. Laurent Gbagbo écrit un livre absolument magnifique, je vous recommande ce livre, c'est Économie et société à la veille de l'indépendance, 1940-1960. Et Laurent Gbagbo dit, je vais vous lire un petit passage, il dit, à l'annonce, il dit les premières élections et les partis politiques. Donc l'ordonnance du 21 août 1945 fixe la date des élections de l'Assemblée constituante et pour le référendum du 21 octobre 1945. Nous ignorerons ici volontairement l'aspect référendaire de la consultation pour n'en retenir que ce qui intéresse notre sujet, les élections des députés.
À l'annonce de la nouvelle, aucun parti africain n'existait en Côte d'Ivoire. Il fallut donc que les différents candidats réunissent autour d'eux et en toute hâte des états-majors de circonstances. Dans le premier collège étaient 2 candidats. Étaient candidats le gouverneur Reste, soutenu par les colons et les assemblées consulaires. Il fit campagne, et puis on a ensuite Houphouët-Boigny. Et que dit Laurent Gbagbo ensuite? Laurent Gbagbo dit, dans le second collège était candidat Félix Houphouët-Boigny, qui était à la tête du syndicat agricole africain. Sa profession de foi électorale comprend 2 parties. Dans la première, il s'évertue à faire comprendre aux Français et à la France qu'il n'est pas et qu'il ne peut pas être contre la France. Il rappelle à ceux qui l'auraient oublié, Houphouët-Boigny dit ceci, Laurent Gbagbo ouvre la parenthèse et il va citer Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny dit « Mon oncle est mort bravement au service de la France. C'est le même sang utérin qui coule dans mes veines. Bon sang ne peut pas mentir. » Et Houphouët-Boigny ajoute plus loin, Laurent Gbagbo dit plus loin, il définit sa vision des rapports entre la France et l'Afrique. Je suis assez intelligent pour comprendre, admettre que nous, Africains, ne pouvons pas nous passer de la France. Notre avenir est intimement lié et doit rester intimement lié à celui de la France. C'est Houphouët-Boigny qui le dit. Donc jamais Houphouët-Boigny ne s'est battu contre la France. Et il n'est pas le seul. Même Senghor ne s'est pas battu contre la France. C'est-à-dire que le combat, en fait, et Laurent Gbagbo va plus loin. Donc, Houphouët-Boigny voulait que la Côte d'Ivoire soit, c'est lui-même qui l'écrit, Houphouët-Boigny, ce sont les mots d'Houphouët-Boigny, que la Côte d'Ivoire soit dans un système intégré qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, mais ça s'appelle en fait le système intégré France-africain. Mais je vais vous lire un dernier passage. Maintenant, après la proclamation de cet attachement à la France, il présente son programme. Donc, Houphouët-Boigny présente son programme, qui reprend en très grande partie les idées avancées lors des conférences coloniales, développement de l'industrie, du réseau routier, des transports ferroviaires, auxquels s'ajoutent cependant 4 points nouveaux. Il demande la citoyenneté pour tous les indigènes, l'institution d'une colonie autonome de l'Empire Mossi, si le pays Mossi le demande, la suppression du travail forcé et l'application des programmes métropolitains à la colonie. L'application des programmes métropolitains à la colonie. Donc c'est Houphouët-Boigny qui demande que le programme français soit enseigné en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la France qui l'impose. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire, je vous donne le titre du livre, vous pouvez vérifier, Économie et société à la veille de l'indépendance, 1940-1960. Mesdames et messieurs, sur le continent africain, je suis venu vous rappeler que le combat qu'initient les femmes aujourd'hui, c'est le combat le plus innovateur, jamais entrepris sur le continent. Mais le reproche que Laurent Gbagbo adresse à Houphouët-Boigny, qui est tout à fait fondé, ce même reproche, on peut l'adresser au FPI de Pascal Kokora. Je l'ai dit à Pascal Kokora quand on était à Washington. Il dit, mais vous avez reproché à Houphouët-Boigny la même chose que vous avez fait. Pourquoi? Parce que Francis Vaudier, qui est un constitutionnaliste, n'a jamais remis en question l'ordre juridique français. On ne l'a jamais fait. On a repris la Constitution française, on a repris l'État centralisé français, on a repris la bureaucratie française et on a repris la rationalisation administrative française. Jamais les Africains n'ont remis ça en cause. Donc, y compris Laurent Gbagbo lui-même, y compris tous les partis d'opposition, y compris Abdoulaye Wade, personne ne l'a fait. Pourtant, la Constitution française du 4 octobre 1958 est née comment? Cette constitution est née d'un viol. Imaginez un enfant qui est né, excusez-moi le mot, mesdames, m'excusez, imaginez un enfant qui est né d'un viol. Cette constitution française de Charles de Gaulle, je suis citoyen français, j'en sais quelque chose, j'en sais tout un rayon, j'ai travaillé là-dessus, j'ai préparé mon diplôme universitaire sur la démocratie, j'en sais tout un rayon. La constitution française de 1958 est née d'un viol contre la démocratie. Le général de Gaulle a pris une loi constitutionnelle le 3 juin 1958 où il va créer ce qu'on appelle une équipe gouvernementale avec Michel Debré pour écrire une constitution à sa mesure. Et c'est cette constitution-là que nous avons repris et dupliquée dans tous les pays africains. Ce qui permet de créer ce qu'on appelle le système intégré qui fait que les colonies africaines de la France sont exactement la réplique à la fois bureaucratique, administrative et à la fois constitutionnelle et juridique. Et Francis Vaudier, qui est un grand constitutionnaliste, n'a pas remis ça en cause. Et jamais personne n'a remis ça en cause sur le continent. Sauf ces femmes modestes, que sont Valérie Baka et Ghislaine Doué.
que s'il a fallu que des femmes viennent nous rappeler à nous autres là, qui du haut de nos testostérone, excusez-moi mesdames et messieurs, que c'est en fait, nous avons failli quelque part. Mais, mesdames et messieurs, je vais rappeler un autre fait. Il y a une autre constitution française du 27 octobre 1946. Cette constitution française, pour l'écrire, le peuple français est intervenu 2 fois. Contrairement à la constitution du 4 octobre 1958. Premièrement, les Français ont élu une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante, il y a 2 types d'assemblées constituantes. Il y a ce qu'on appelle l'assemblée constituante limitée et l'assemblée constituante souveraine. Dans quelle espèce de l'assemblée constituante souveraine? C'est l'assemblée constituante qui a été élue, qui écrit et adopte la constitution. Ou bien on est dans le cadre d'une assemblée constituante limitée. Alors l'assemblée constituante est un groupe de personnes, écrit un projet de constitution et ensuite on soumet le projet de constitution au peuple. Dans la constitution française, pour l'écriture de la constitution ou l'adoption de la constitution française de 1948, le peuple français est intervenu dans un premier temps en élisant ce qu'on appelle une assemblée constituante limitée, qui a écrit un projet de constitution, puis ensuite on a soumis ce projet de constitution à référendum au peuple français. Au moins ça avait un semblant de démocratie. Mais pour la constitution du 4 octobre 1958, le général de Gaulle, du haut d'État, toute puissance, comme un dieu, au mépris du peuple français, a pris une loi constitutionnelle et s'est fait une constitution à sa mesure. Les habitudes politiques françaises ont été transportées sur le continent français, sur le continent africain. Les mensonges de notre vie politique en France ont été transportés sur le continent africain. Toutes les magouilles, les tricheries de la politique française sont dans les colonies françaises. Mesdames et messieurs, il faut rompre avec ça. Donc je suis venu ici, pourquoi je parle devant vous? Parce que les femmes m'avaient chargé au départ, quand Pascal Kokora est rentré en contact avec moi, alors que je rentrais d'Édimbourg, les femmes m'ont demandé de faire un travail de conception opérationnelle. Comme c'est moi qui ai fait le travail, c'est pourquoi je suis là. Donc, mesdames et messieurs, donc, techniquement, rapidement, sur le continent africain, jamais on s'est battu pour la souveraineté africaine. Jamais on a pensé au développement africain. On s'est toujours battu contre un oppresseur. Ça a été d'abord le colon, ensuite ça a été le système néocolonial, ça a été ensuite l'impérialisme, mais jamais la souveraineté. Mais mesdames et messieurs, permettez-moi ici un petit truc qu'on appelle en philosophie un nettoyage conceptuel. C'est quoi la souveraineté? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prend ce mot-là. Vous savez, 1984 d'Orwell, c'est un livre absolument magnifique. Il explique en fait que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la novlangue. On prend un mot, on lui change son sens à notre gré et qu'on croit que les mots n'ont pas de sens fixe. Sauf que moi j'ai la chance. Je commence mes études par le latin et le grec, donc le français n'est peut-être pas un secret pour moi. Le mot souveraineté, il n'existait même pas dans l'Antiquité grecque. Je prépare mon diplôme sur l'Antiquité grecque-romaine, j'en sais quelque chose. Il n'existait pas dans l'Antiquité grecque. C'est pourquoi? Parce que le mot souveraineté n'existait pas dans l'Antiquité grecque, c'est pourquoi les Romains et les Grecs avaient des colonies et faisaient des conquêtes. Si Jules César pouvait faire des conquêtes, c'est parce que le mot souveraineté n'existait pas dans l'Antiquité. Le mot souveraineté apparaît pour la première fois à l'époque médiévale. Mais tenez-vous, mesdames et messieurs, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand le mot souverain, il vient du latin médiéval qui signifie ce qui est au-dessus. Donc, dans les régimes qu'on appelle les régimes hétéronomes, c'est-à-dire des régimes qui ne sont pas des démocraties, comme l'oligarchie, la tyrannie, la monarchie, c'est celui qui est au-dessus qui est le souverain. Mais jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce que la démocratie au XVIIe siècle, par le fait d'un philosophe qu'on appelle Spinoza, revienne à la lumière. Et comme il revient à la lumière, en démocratie, bizarrement, ce n'est pas celui qui est au-dessus qui est le souverain, c'est celui qui est en bas qui est le souverain. C'est-à-dire, le peuple est le souverain, mais le peuple est en bas. Mais jamais, ni en France, ni dans les colonies qui ont recopié bêtement, on a repensé cette question en se disant, si le peuple souverain est en bas, comment on fait pour que celui qui est en bas continue de contrôler ce qui est en haut au-dessus de lui? C'est ça toute la question démocratique. Voilà pourquoi j'ai dit, sur le continent africain, on n'a jamais réfléchi vraiment sur ces questions. Le 10 ans, ce n'est pas méchant. Mais nous avons le droit, nous, à notre moment, à ce moment précis, en tant qu'individu, de nous poser les vraies questions. C'est pourquoi je commencerai ici par parler justement de ce que la démocratie est un régime autonome, c'est-à-dire que comme le peuple est en bas, comment on pense un système pour que le peuple qui est en bas continue de contrôler le pouvoir, puisqu'on n'est plus dans une monarchie où c'est celui qui est au-dessus qui a le pouvoir. C'est celui qui est en bas qui a le pouvoir. Alors comment on fait pour que celui qui est en bas ait le pouvoir? Je vais rentrer ici dans le vif du sujet. Premièrement, c'est très simple.
Dans le cas espèce de la Côte d'Ivoire, quand j'ai soumis la conception opérationnelle aux femmes, elles ont dit 2 choses. Il faut qu'on arrive à diviser la Côte d'Ivoire en 4 niveaux. Si on veut que les Ivoiriens aient le contrôle du pouvoir et aient le contrôle de les maîtres, je vous réfère à la Suisse. La Suisse, c'est 3 niveaux. C'est les communes, les cantons et l'État fédéral. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce ancienne. Il y a les dèmes et il y a l'ecclésia, ou la boulée, qui était tirée au sort. C'est ce qui se passe aussi avec les Amérindiens. C'est ce qui se passe aussi avec les town meetings dans la baie du Massachusetts au XVIIe siècle. Maintenant, dans le cas espèce de la Côte d'Ivoire, comment on fait pour que les Ivoiriens contrôlent? Donc, il faut diviser le truc en 4 niveaux. Le premier niveau, c'est les citoyens ivoiriens. Le premier niveau, les citoyens ivoiriens. Il faut que le citoyen ivoirien, la citoyenneté ivoirienne devienne politique. Et comment on fait pour que la citoyenneté ivoirienne devienne politique? Premièrement, puisque c'est le citoyen ivoirien qui doit avoir le pouvoir, il faut lui donner un peu de dignité. Donc, il faut lui donner un minimum, ce qu'on appelle un revenu minimum. Le revenu minimum, il sera de 2 niveaux. Entre 25 et 64 ans, il faudrait un revenu minimum pour les Ivoiriens. Entre 65, notamment pour nos parents agriculteurs, il faudrait donner un minimum vieillesse. C'est là où j'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire est un pays absolument ingrat. Grâce aux agriculteurs de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Ils finissent leur vie en mangeant du riz blanc. Et jamais les Ivoiriens n'ont pensé qu'un jeune homme qui passe toute sa vie à travailler, à donner sa force de jeunesse, à la fin de sa vie, il ne peut plus rien faire. Et que l'État a le droit, dans une société digne de ce nom, d'accompagner les plus fragiles. Une société qui se respecte, une société qui est digne de ce nom, accompagne ceux qui sont plus fragiles. Et nos parents agriculteurs en Côte d'Ivoire donnent leur vie dans les champs de cacao, dans les champs de café, et à la fin, ils n'ont pas ça. Donc, on a tout calculé. Moi, quand je calcule ça, si on part de ce revenu minimum qu'on a vu, les Ivoiriens vont décider, puisque c'est à la demande des Ivoiriens, puisqu'on fait ce qu'on appelle un référendum par consultation, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, avec 10 milliards de francs CFA par an, on peut donner un revenu minimum à tous les Ivoiriens avec un minimum de vieillesse. 10 milliards de francs CFA, c'est pas trop cher. On en a fait le travail, le calcul avec Pascal Kokora, Jacques Deyo, qui est un Ivoirien qui vit au Canada. Nous avons fait le calcul quand j'étais à Washington. Ça ne coûte pas grand-chose. Deuxièmement, il y a ça. Deuxièmement, il faut donner ce qu'on appelle aux citoyens ivoiriens, ce qu'on appelle le droit de révocation de l'élu. C'est-à-dire que si vous avez élu quelqu'un, il va falloir que vous puissiez justement dire, je peux le renvoyer quand je veux. Vous n'avez pas à attendre 5 ans alors qu'il ne fait pas son boulot et vous le subissez. Ce droit de révocation de l'élu, on l'a retrouvé pendant la Commune de Paris qui a duré en 1871, qui a duré 2 mois. Et les Français, les élus français qui étaient des aristocrates ont trouvé qu'il ne fallait pas garder. Ils ont enlevé ça, mais il faut le ramener sur le continent africain. Si vous avez votre député, au bout de 2 mois, il ne fait pas le boulot, il faut qu'il y ait des mécanismes constitutionnels définis par une loi organique qui montrent comment un citoyen ivoirien peut révoquer son élu. Ça, c'est un pouvoir fondamental. Et c'est là où les citoyens commencent à agir. Deuxième chose, il faut donner ce qu'on appelle le droit de proposition de loi. C'est-à-dire qu'un enfant qui a cuibli, qui pense que lui, il a une idée que le président de la République ou son député n'a pas, il faut qu'on lui donne la possibilité de venir à l'Assemblée nationale et de faire cette proposition de loi. Ce qu'on appelle le droit de proposition de loi, c'est très important dans une démocratie moderne. Ensuite, il faut donner aux citoyens ivoiriens ce qu'on appelle le droit de pétition. C'est-à-dire qu'en Suisse, article 33 de la Constitution suisse, vous avez le droit de pétition pour n'importe quel citoyen. C'est-à-dire que si je veux faire quelque chose, je peux faire une pétition, je recueille un certain nombre de voix, une loi organique peut définir ça, et à partir de là, tout peut se mettre en place. Ensuite, il faut donner ce qu'on appelle, il faut permettre aux citoyens ivoiriens d'avoir un peu de dignité, je vous en ai parlé. Il faut qu'on arrive à un moment donné où l'eau soit gratuite en Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas pourquoi dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on a 5 fleuves, on a 500 km de façade maritime, il pleut 9 mois sur 12 et les Ivoiriens payent l'eau. En Arménie, l'eau est gratuite. Moi, j'ai travaillé en Arménie dans le cadre de ma mission. J'étais en Arménie. On pouvait boire l'eau. Le truc, je n'ai pas encore réfléchi avec les femmes. Nous n'avons pas encore réfléchi sur l'électricité. Mais on verra avec Sylvain Yakalé et puis ensuite bien d'autres Ivoiriens qui nous feront des propositions, y compris vous. Comment on fait, à défaut de rendre l'électricité gratuite, comment on fait pour que ça revienne à moindre coût à nos parents. Mais l'eau, on peut le rendre gratuite dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est possible. Et je rappelle que l'eau gratuite que vous avez dans les rues d'Arménie, ça vient de la fonte des neiges. Vous savez, quand il neige dans le Caucase, parce que l'Arménie c'est un pays du Caucase, quand il neige, en fait, on récupère l'eau des neiges en fait, dans les fontes, c'est ce qui rend l'eau gratuite en fait. Et en Côte d'Ivoire, on peut le faire largement, l'eau sera gratuite. Et je pense que c'est possible avec Pascal Kokora, avec Jacques Deyo, avec le doyen Blaison, avec l'équipe que nous avons mise en place, parce qu'on a des équipes qui travaillent. Moi, je suis la face visible, on a une grande face, ce que Freud appelle la face visible de l'iceberg. Il y a l'iceberg qui est là, il y a des gens qui travaillent en amont, derrière, pour justement à ce qu'on ait cette logistique. Comment mettre en fait cette logistique? D'aucuns diront que ce n'est pas possible, je vous assure, ne vous inquiétez pas.
La politique, c'est deux choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Platon qui le dit, avec 3 textes qu'il écrit, c'est la République, les lois et le politique. Platon explique que la politique, c'est deux choses, ou du moins Aristote, beaucoup plus tard, il va plus loin que lui. La politique repose sur 2 épines dorsales. Premièrement, c'est le droit. Deuxièmement, c'est l'économie. Je rappelle quand même, mesdames et messieurs qui êtes là, que la démocratie, ce n'était pas d'avoir un système politique, c'était une forme d'organisation de l'économie. Les gens pensent que la démocratie est née en Grèce. Non, la démocratie n'est pas née en Grèce, la démocratie est née en Mésopotamie, notamment ce qu'on appelle les économies palatiales, Sumer, Babylone et Mésopotamie. Mais là où les Grecs ont réussi, ils ont fait migrer la démocratie, qui était une forme d'organisation de l'économie. Vous pouvez lire Michael Hudson, qui est un économiste qui m'a aidé à préparer mon diplôme à l'université. Ils ont fait migrer la démocratie du marché ou de l'économie vers le politique. C'est ce qu'on appelle à l'époque la social-démocratie. Dans les économies palatiales, ils avaient organisé 2 types d'économies. Il y avait l'économie de marché et l'économie administrée gérée par le palais. C'est ce qu'on appelle la social-démocratie. C'est un mix d'économies. C'est une économie mixte. Et c'est ce qui permettait justement de faire l'abolition des dettes. Ce qui faisait qu'en fait, les rois dans les différents palais pouvaient empêcher qu'on endette les plus pauvres pour ensuite les exploiter ou les réduire en esclavage. Alors que malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à abolir les dettes. Et je pense que c'est pour ça que moi, je suis partisan de ce que les Ivoiriens ne payent pas la dette que Ouattara a prise et puis il ne va rien se passer. Je vous assure, si les Ivoiriens ne veulent pas payer les 40 milliards de dettes de Ouattara, il ne va rien se passer contre la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de penser à une alternative, comme l'a fait Poutine et comme l'a fait l'Iran, au cas où les Ivoiriens décident de ne pas payer la dette. Comment on fait pour amortir le choc? Mesdames et messieurs, c'est la logistique qui compte en matière de guerre. Et je rappelle aux Ivoiriens, vous êtes en guerre. Ce n'est pas contre Ouattara, vous êtes en guerre contre le système qui le représente. Et pour cela, il faut mettre la logistique derrière. Quand nous allons dire non, qu'on ne rembourse pas la dette, il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir amortir tout ça. Poutine l'a fait, ça marchait. L'Iran l'a fait, ça marchait. Nous, on n'est pas des cancres. Ça peut marcher avec nous. Voilà ce que je suis venu vous dire, mesdames et messieurs. Et donc, vous comprenez, voilà ce qu'on peut donner aux citoyens ivoiriens. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est le village ivoirien. Nous, on est allé emprunter les communes avec la France. Mais, enfin, mesdames et messieurs, l'Afrique, c'est avant tout les villages. Moi, j'ai une belle phrase que j'ai entendue au Sénégal, dans le sud du Sénégal, notamment à Oussouye, c'est à côté, non loin des Ziguinchor, quand je suis allé pour la première fois au Sénégal. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Nous sommes des enfants de village, même si moi j'ai grandi dans une ville, mais je sais que quand je suis retourné, je sais que quand je regarde mes parents, je sais qu'ils ont grandi dans un village. Ma grand-mère, qui m'a élevé en partie, a grandi dans un petit village de France. C'est pour ça que j'ai ces valeurs un peu archaïques, que dans un monde aussi, je dirais, épris d'argent, on ne voit pas. Donc, ça c'est vraiment important. Donc, il faut réenchanter le village en donnant une responsabilité politique au chef de village. Ensuite, au niveau, il faut mettre en place, on a, avec les peuples kourous, on a ce qu'on appelle l'arba palab. Nous, on s'est dit, on a nos ancêtres qui ont laissé des institutions, on peut les actualiser, on peut les moderniser et on peut transformer l'arba palab à ce qu'on appelle une assemblée citoyenne locale légiférante. Donc ce qu'on va appeler des assemblées citoyennes légiférantes, des ACL. Et dans ces ACL, ce que la plupart des Ivoiriens que nous avons rencontrés, puisque nous faisons ce qu'on appelle un référendum par consultation, ils ont proposé qu'on légifère dans les langues locales. Ce qui veut dire que si je suis à Akakro et qu'il y a une assemblée citoyenne légiférante là-bas, on va légiférer en baoulé. Ça a le mérite de 2 choses. 1, de préserver les langues africaines de Côte d'Ivoire, de les enrichir en leur donnant des concepts beaucoup plus techniques et donc de les transformer, de faire passer ces langues-là de langue analogique à langue analytique. C'est vraiment important de pouvoir le comprendre. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourra développer beaucoup plus tard. Maintenant, sur ce schéma, je vais m'arrêter ici rapidement pour reprendre une chose. De ce que vous avez vu, on va diviser la souveraineté en 2 parties. Parce que vous avez vu qu'on est en train de partir du bas vers le haut. En fait, la transmission de pouvoir part du peuple, du citoyen lambda, du peuple ensuite vers le haut. Donc, on aura 2 types de souveraineté. On aura ce qu'on appelle la souveraineté intérieure et la souveraineté extérieure. La souveraineté intérieure sera contrôlée exclusivement par le peuple. Le président de la République n'aura pas prise sur les décisions intérieures du pays. Mais là où le président de la République nouveau dans l'actuelle Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire de demain, que nous sommes en train de mettre, avec les femmes, les Bassamoises, Valérie Baka, Ghislaine Doué, il faudrait que le président de la République contrôle ce qu'on appelle la souveraineté extérieure. Et pour ça, il y a des postes ministériels qu'on peut supprimer. Il faut supprimer le poste de ministre des Affaires étrangères,
Ça n'a pas de sens puisque le président de la République, c'est lui qui nomme les ambassadeurs, il va les gérer. La politique monétaire et la politique économique extérieure va être définie par le président de la République. Maintenant, je vais donner un exemple. Le ministère de la Culture, on peut supprimer. Chaque région peut gérer sa culture. La Suisse, par exemple, il n'y a pas de ministre de la Culture en Suisse. Il n'y a pas de ministre des Femmes, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il faut rationaliser l'argent que nous avons. On peut se retrouver, moi je propose aux Ivoiriens, à eux de réfléchir, vous qui êtes là, on peut se retrouver avec un gouvernement de 10 ministres comme en Suisse. 7. Parce que le peuple travaille. Parce que la démocratie, c'est la coopération. Nous allons tous travailler. Et celles et ceux qui se plaignent, est-ce qu'on a le niveau, est-ce qu'on n'est pas là à l'école, on a prévu des alternatives. On a prévu, le cas échéant, la mise en place d'universités populaires. Dans les universités populaires, nous allons accompagner aussi bien en langue locale qu'en langue en français celles et ceux qui veulent se perfectionner. C'est ce qu'on appelle les acquisitions de compétences. Et chaque compétence doit être au service d'une performance. Si vous avez une compétence qui n'est pas mise au service d'une performance, ça ne sert à rien. C'est très important de pouvoir le comprendre. Je sais que j'essaie le maximum possible d'être le plus concret possible pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vous parlais du président de la République. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le poste de président de la République et pourquoi nous avons voulu que le président de la République, dans la future Côte d'Ivoire, n'ait plus de pouvoir dans la souveraineté intérieure, mais que uniquement dans la souveraineté extérieure. Parce que le poste de président de la République, c'est le poste le plus antidémocratique qui soit. C'est une invention typiquement royaliste. En fait, ce sont les royalistes français qui ont inventé en 1833 le poste de président de la République. Et ils ont inventé le poste de président de la République contre la démocratie. Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter ce monsieur. Cette élection du président de la République au suffrage universel, qui était vraiment une chose qui avait été inventée par les royalistes en 1848, quoi. Ce qui était vraiment une arme contre la démocratie. Donc vous avez vu, les élections au suffrage universel du président de la République a été inventé par les royalistes en 1848. C'est le poste le plus antidémocratique. Mais pourquoi jamais un homme de gauche en Afrique n'a remis en cause ça? Pourquoi tous les hommes politiques africains n'ont jamais remis en cause le poste de président de la République tel que nous l'avons copié du colon? Mesdames et messieurs, la question est posée. Parce que dans le fond, personne ne s'est battu pour la souveraineté en Afrique. Dans le fond. La vérité, elle est là. Le poste, je rappelle, c'est important parce qu'il y a nos amis qui vont nous suivre sur YouTube, le poste de président de la République, ce sont les royalistes qui l'ont inventé et à la base, ils l'ont inventé contre la démocratie. Et c'est pour ça que nous mourrons. C'est pour ça qu'on a demandé à vos frères de mourir le 25 octobre pour un poste qui est antidémocratique. Est-ce que vous voyez qu'on a demandé à des Ivoiriens, à des Africains de mourir pour un poste qui est fondamentalement antidémocratique? Vous voyez à quel point, quand je dis souvent que nous, excusez-moi mesdames, quand je dis nous, je parle de nous tous là, y compris moi, comment on a fait parfois le cancre? Comment parfois on s'est comporté comme un cancre? C'est-à-dire, on a envoyé nos frères à l'abattoir pour un poste qui est fondamentalement antidémocratique, qui a été inventé par des gens qui n'aimaient pas la démocratie, c'est-à-dire le poste de président de la République. Et ce poste n'a jamais été remis en cause par des hommes de gauche, par aucun pouvoir africain. Mesdames et messieurs, on va passer ensuite. Le monsieur qui est là-bas, il s'appelle Emmanuel Joseph Sieyès. Quand j'ai travaillé sur la démocratie, j'avais dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, les citoyens qui se nomment un représentant renoncent et doivent renoncer à faire la loi, eux-mêmes la loi. Et il dit, ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient de volonté, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Emmanuel Joseph Sieyès, il était un des rédacteurs de la première constitution française de 1791. Et c'est lui qui dit, il ne faut pas que la France soit un État démocratique. Donc la France n'a jamais été un État démocratique de toute son histoire. Et je vous parle en tant que Français, je le sais. J'ai grandi, j'ai baigné dans ce monde-là. Et nous, on est allé recopier ça pour mettre ça sur le continent africain et on fait mourir nos frères avec un modèle qui n'est même pas un modèle démocratique. Mesdames et messieurs, vous comprenez maintenant pourquoi, pour moi qui ai baigné dans ces formes de connaissances, pour moi qui était ce qu'on appelle un borderline en anglais, quelqu'un qui est toujours à côté, vous comprendrez maintenant que l'initiative des femmes, les scientifiques m'intéressent à un plus haut point. Nous ne pouvons plus cautionner ce modèle. Il faut rompre avec ce modèle. Et c'est pour rompre avec ce modèle que je voudrais encore, mesdames et messieurs,
vous partagez une dernière vidéo, je ne sais pas si vous allez entendre toujours. C'est Etienne Choua, c'est celui qui m'a appris à faire les ateliers constituants. Quand il a commencé les ateliers constituants il y a 15 ans, moi j'étais encore jeune enseignant, j'ai parti le voir. Regardez ce qu'il dit. Si vous cherchez la puissance populaire, la démocratie, c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos. Donc en fait, dans lequel le peuple décide. Ouais. Pas le peuple peut parler librement. Bien sûr qu'il peut parler librement, mais c'est pas ça qui est caractéristique de la démocratie, c'est le fait que le peuple décide, qu'il vote. Or, élire, c'est non seulement c'est pas voter, mais c'est le contraire de voter. Je m'arrête là. Élire, c'est pas voter. Mais élire, c'est le contraire de voter. Pourquoi? Parce qu'on élit des gens, mais on vote la loi. Le peuple ivoirien n'a jamais voté la loi. Il vote, il élit. Et on dit, oui, en Côte d'Ivoire, on a eu le droit de vote. Non, vous avez eu le droit d'élire et pas le droit de vote. C'est un mensonge. Ce sont des menteurs. Tous ceux qui sont venus avant nous, ils ont menti. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont repris un modèle typiquement stupide, un modèle débile inventé par la France, qui est un pays fondamentalement oligarchique, la France. Et on est venu calquer sur des peuples comme les Krous qui déjà pratiquaient la semi-démocratie, comme les lobbies qui sont la pleine démocratie. C'est-à-dire le peuple lobby est plus démocratique que la France. Mais comme ça vient de la France, ben on trouve que les lobbies c'est des sauvages. Mais on va prendre pour la France, alors que c'est la France qui est sauvage. D'où vient que nous ayons été à ce point-là peu réfléchis. Je parle de nous, nous tous. Je n'indexe personne. Je vous demande ici, le moment où nous avons eu la chance que Valérie Bacquin et Ghislaine Doué et ses sœurs ont décidé de poser la question à ce moment précis de l'histoire, pour qu'ensemble, quand vous allez quitter cette conférence, quand nous allions parler à nos frères et dire le moment est là, le peuple de Côte d'Ivoire ne décide pas. Pourquoi? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne légifère pas. C'est pourquoi les assemblées citoyennes, qui sont une actualisation de la loi par l'âme, sont des moments, des lieux de légifération, parce que de la légifération, on passe à l'exécution. Tant que vous ne légiférez pas, vous ne décidez pas. Si le peuple ivoirien avait le pouvoir, quand Nicolas Sarkozy a remplacé Laurent Gbagbo par Alassane Ouattara, le lendemain matin, le peuple de Côte d'Ivoire l'aurait enlevé. Mais c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire a choisi le modèle d'élection au lieu du modèle du vote. Tout est là. Mesdames et messieurs, tout est là. Et c'est ça qu'il faut changer. Et c'est pourquoi le peuple ivoirien doit écrire sa constitution. C'est très important pour moi. Mais je ne vais pas... Il me reste, je vais terminer dans 10 minutes et je vais vous laisser poser des questions. Pourquoi? Je viens de vous montrer la nécessité que nous avons de rompre avec le modèle français. Mais je voudrais vous montrer à quel point la constitution ivoirienne n'est pas bonne. L'actuelle constitution ivoirienne est mauvaise. Je montre ça largement dans mes lives, mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer. Alors, regardez. À gauche, vous avez la constitution du 6 novembre 2016. À droite, vous avez la constitution modifiée. Cette constitution modifiée a été modifiée en tenant compte du procès de Laurent Gbagbo la CPI. Bien. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter un peu ici. Et puis après, je vais vous laisser poser des questions, parce qu'au cours des questions, on pourra se dire des choses. Bien. Quand vous regardez l'article 63 de la Constitution du 8 novembre 2016, le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Mais dans un régime où on dit le peuple ivoirien est le peuple souverain, que le pouvoir appartient au peuple, et on dit le président de la République, qui est le représentant du peuple, c'est lui qui détient le pouvoir, exclusivement le pouvoir. Mais le peuple, il détient quoi? En fait, excusez-moi, je rigole, mais cette constitution, c'est la constitution la plus débile. La constitution française, elle est tellement débile. Moi, mais je vous assure, moi parfois je lis la constitution française, je dis, mais le général de Gaulle, soit il est con, soit il est méchant. Soit il est voyou. Et moi, je laisse convaincu que le général de Gaulle était un voyou qu'on a anobli. C'était un grand voyou. Parce que comment on peut dire qu'en démocratie, le pouvoir revient au peuple? C'est le peuple qui exerce le kratos. Démos, kratos, mais on dit que le pouvoir est exclusivement dans la main du représentant du peuple, c'est-à-dire celui qu'on a élu. On ne dit même pas, ils n'ont même pas eu honte de dire, on va faire semblant de dire que le pouvoir appartient au peuple. Non, ils écrivent noir sur blanc, comme des cons. Je pense à Oulago qui pour moi est un cancre. On dit le pouvoir, le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il est où le peuple de Côte d'Ivoire? Depuis quand
Depuis quand mon avocat qui me représente va détenir le pouvoir que moi j'ai, il est mon mandataire, je peux l'enlever quand je veux. Nous sommes ici. Maintenant, on va aller plus loin. Regardez. On dit le président de la République a le droit, article 66, le président de la République a le droit de faire grâce. La grâce, il n'y a que Dieu qui l'accorde. Moi, je suis chrétien, je suis né chrétien. Il n'y a que Dieu qui accorde la grâce. On donne le même pouvoir de Dieu à un homme. Et donc, il décide qu'il va gracier Laurent Gbagbo et amnistier qui il veut. Parce que lui, il a ce pouvoir-là de gracier qui il veut et d'amnistier qui il veut. Et je vous rappelle ici qu'Abiba Touré, conseiller de Laurent Gbagbo, a défendu une telle constitution. Il a cassé devant des populations. Une telle constitution, il y a des Ivoiriens qui l'ont défendue. Une constitution qui méprise le peuple de Côte d'Ivoire. Pas seulement le peuple de Côte d'Ivoire. Ici, le peuple de Côte d'Ivoire n'est que l'échantillon. C'est tous les pays francophones colonisés par la France. Et regardez, je vous donne l'article 67. Le président de la République est le chef de l'administration. Il est chef de tout. Un seul homme. Il est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Même Dieu, même, il laisse un peu de liberté aux gens. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de libre arbitre. Il y a un article qui m'intéresse. Regardez là-bas. Ici, c'est les différentes constitutions ivoiriennes, mais je vais prendre l'article là-bas. La constitution de 2016, modifiée par les lois constitutionnelles. C'est qui est là-bas? Regardez l'article 177. Vous voyez l'article 177? Bon, c'est dans les différentes constitutions. 8 novembre 2016, la constitution de 2000. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur la constitution de Robert Gay. Vous avez vu? Regardez la constitution de Robert Gay. Donc, la constitution du 1er août 2000. Il est dit, regardez, article 126, la révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Est-ce que vous voyez? Et ils ont mis, est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet. Regardez bien, c'est la partie qui m'intéresse. C'est la partie qui m'intéresse. C'est là où vous allez voir l'andouille. C'est là où vous allez voir que toutes les modifications que Ouattara a faites, il a modifié petit à petit pour prendre le peuple ivoirien à la gorge. Et là, maintenant, il vous tient. Au moment où vous vous êtes rendu compte, parce que vous avez attendu les 2025, il a pris tout son temps pour vous attraper. Et en 2025, vous ne pouvez plus rien faire. Regardez la Constitution de 2006. Il dit, on dit, alinéa 3, article 126, alinéa 2, est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de constitution et la proposition de révision ayant pour objet l'élection du président de la République, l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution. Dans la Constitution de 2000, pour réviser la Constitution, il fallait passer par référendum. Obligatoirement. Regardez l'article maintenant, 177. Regardez, ils ont supprimé. Cette alinéa a été supprimée. Regardez. Après, vous pouvez aller prendre la Constitution. Ah, mais Ouattara, il vous a eu. Quand on dit les Ivoiriens ne voient rien, vraiment, vous ne voyez rien. Vraiment. Parce que là, il vous a eu. Hein. Et il a supprimé ça. Donc, du coup, il peut réviser la Constitution sans passer par référendum. De 2000 à 2018. Mais quand je faisais le travail de... Voilà. Il a fait, exactement. Ah oui, quand je faisais le travail de conception opérationnelle, Pascal Kokora, quand je suis parti aux États-Unis, il m'a dit, même moi, je dois présenter des excuses aux Ivoiriens parce que même moi, je n'ai pas vu ça. C'est Pascal Kokora qui me le dit. Hein. Il me dit, si je ne t'avais pas demandé de travailler sur ça, j'allais penser que la Constitution était bonne. C'est moi qui ai attiré l'attention. Pascal Kokora, il va écrire aux Ivoiriens pour présenter ses excuses aux jeunes Ivoiriens, pour dire, en tant qu'Ivoirien, lui aussi, il a failli. Parce que Pascal Kokora, il a enseigné à Georgetown. Il est peut-être même plus intelligent qu'Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara fait des modifications constitutionnelles parce que Pascal Kokora ne voit pas. Mais bon, il a confié, il va écrire aux Ivoiriens pour dire aussi que son engagement auprès des femmes, c'est dû aussi en partie parce que lui aussi, il assume sa responsabilité d'avoir été négligent sur ce coup-là. Bien. Donc, mesdames et messieurs, je vais arriver au thème de cette conférence. Il y a tellement de choses à dire. Je vais vous laisser poser des questions, sûrement en renchérissant. Ce que je voudrais dire, je voudrais m'arrêter sur ce monsieur. Il s'appelle Jean Blaison.
Vous avez vu à la conférence de Paris, il était avec nous. Jean Blaison, il a 94 ans, il a fait le travail forcé. Et les Ivoiriens ont commencé, moi j'ai fait la proposition, après les Ivoiriens sont libres, que la Constitution porte son nom. La Constitution, la nouvelle Constitution ivoirienne. Il a fait le travail forcé, il a fait les études. À cause du travail forcé, c'est lui-même qui a fait son extrait de naissance. Donc on dit 94 ans, mais moi je suis sûr qu'il a 100 ans. Oui, même plus, parce que j'étais avec les Ouais. Les Ouais m'ont invité pour me dire merci, parce que, enfin, pas pour me dire merci, mais ils m'ont invité après la conférence qu'on a eue à Paris, puis j'étais avec eux. Et j'ai même pris la parole pour rendre hommage au doyen Blaison pendant la fête des Ouais consacrée au doyen Blaison. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur, à 94 ans, sinon 100 ans, il marche. C'est lui qui nous a donné la philosophie pour écrire la nouvelle constitution. Il dit les Ivoiriens dans la locomotive, les politiques dans les wagons. Donc vous les Ivoiriens, vous allez vous lever, vous allez écrire votre constitution et après maintenant vous allez mettre les acteurs politiques en jeu. Parce que les acteurs politiques, ce sont des agrégats, ce sont des businessmen, ils défendent leurs intérêts, les chapelles. Et très souvent, les intérêts des partis politiques n'est pas nécessairement les intérêts des citoyens. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des partis politiques n'aient jamais remis en cause l'ordre colonial, le système juridique colonial, qu'ils aient recopié, que tout le monde ait accepté dogmatiquement, sans réflexion, la Constitution française qui fait du président de la République le tout-puissant homme de la terre. Donc, peut-être qu'il est temps que le peuple ivoirien se dise « mes intérêts ne coïncident pas avec les intérêts des groupements politiques ». Et Dieu merci, aujourd'hui, quand je faisais l'étude de l'environnement opérationnel, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Donc il faut tenir compte de cette aspiration nouvelle des Ivoiriens qui ne veulent plus agir à l'intérieur des partis politiques et qui veulent faire autre chose. Donc des Ivoiriens peuvent être dans des partis politiques, ça c'est bon, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a des Ivoiriens qui ne veulent plus être dans des partis politiques et qui veulent agir. Ça c'est très important aussi d'ouvrir. C'est pourquoi la démocratie des partis est arrivée à une impasse. Il faut surmonter cette impasse. En fait, Ouattara vous a donné l'opportunité de surmonter une impasse, l'impasse de la démocratie des partis pour passer à la démocratie des citoyens. La démocratie du peuple ivoirien, où le peuple ivoirien s'exprime par tout ce que nous avons donné. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. J'aurais pu dire beaucoup de choses. Je vais vous laisser poser la question. Je vous laisserai regarder ici un peu le doyen Blaison, qui à 94 ans était en train de danser. Voilà, donc moi j'ai proposé, au lieu de dire comme la France, la constitution de 58, la constitution de 46, vous pourrez décider de prendre un citoyen ivoirien et lui donner le nom à la constitution. Et moi je vous propose en tant que quelqu'un qui a fait le travail de conception opérationnelle que justement la constitution porte le nom de Blaison. Et ce qui est intéressant dans cette constitution, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui font des propositions de constitution. Et ces propositions de constitution vont porter le nom des Ivoiriens qui font des propositions d'articles. C'est-à-dire que si vous, monsieur qui est là, excusez-moi, votre nom c'est quoi? Si Ndo Bernard fait une proposition dans la constitution, son nom, l'article va porter son nom. C'est-à-dire, au lieu de mettre article premier, on mettra article Ndo Bernard. Non seulement la constitution va porter le nom de Jean Blaison, mais à l'intérieur de la Constitution, la Constitution va porter le nom des citoyens ivoiriens pour que ce soit une Constitution de la Côte d'Ivoire, qui ressemble à la Côte d'Ivoire avec des réalités ivoiriennes, avec une rationalisation ivoirienne administrative qui ressemble à la Côte d'Ivoire. On va aller puiser sur les ACAN, la procédure et la rationalisation administrative. Et Dieu se sait qu'en matière de procédure, les ACAN sont absolument extraordinaires. Et en matière de semi-démocratie, les CROU sont absolument extraordinaires. Il y a d'autres peuples de Côte d'Ivoire comme les lobbies et bien d'autres, les Tagbana qui peuvent nous proposer des solutions pour pouvoir faire en sorte que la Côte d'Ivoire ressemble à la Côte d'Ivoire. C'est le moment historique qui est là. Maintenant, je voudrais terminer sur un point, j'avais oublié ça. C'est ici, les Ivoiriens, les femmes bassamoises, on dit que dans la nouvelle constitution, à l'instar de la constitution française de 1946, en préambule, il faut que les Ivoiriens reconnaissent tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le sang, quand Dieu, regardez dans la Bible, quand Caïn tue son frère Abel, le sang d'Abel crie jusqu'au ciel. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre. Tant qu'il n'y a pas eu de justice, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui protègent Guillaume Soro, mais tant que vous n'avez pas rendu justice et que Guillaume Soro n'est pas venu dire pourquoi et comment des Ivoiriens sont morts par sa rébellion, notamment les femmes à Dianou, des Sakassou qui ont été massacrées par la rébellion de Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire ne pourra pas trouver la paix. Nous sommes africains, le sang ne verse pas en vain. Il faut faire des libations. Donc celles et ceux qui protègent Guillaume Soro, ça c'est leur problème. Mais il faut que Guillaume Soro réponde de ça. Et pour ça, les femmes bassamoises disent qu'elles veulent reconnaître tous les crimes, y compris reconnaître qu'il y a eu un génocide dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et que si Ouattara ne peut pas répondre à ça, Guillaume Soro doit au moins, à minima, lui et ses rebelles répondre à ça. Donc, parmi les crimes que les femmes veulent qu'on reconnaisse, je vais essayer de vous partager rapidement les crimes que vous voyez ici.
Après, je vous laisserai quelques temps de poser des questions, c'est important. C'est le crime de Biakaboda. L'assassinat de Biakaboda, il faut le reconnaître. Ensuite, il y a le massacre du Saint-Louis. Il faut le reconnaître dans la Constitution. Il faut le reconnaître. Le massacre de Guébié, il faut l'intégrer dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution. C'est l'un des plus récents, merci beaucoup. Il faut reconnaître le coup d'État de 99. Qui, parce que en reconnaissant qu'il y a eu un coup d'État en 99, on va faire une enquête. Qui, comment, pourquoi a financé le coup d'État de 99? Moi, je sais qui a fait, mais il faut une enquête pour établir les responsabilités de ceux qui ont financé la rébellion. Et qui ont financé le coup d'État de 99 contre Henri Konan Bédié. Pas parce qu'on est pour Henri Konan Bédié, mais parce qu'on est pour la justice. Ensuite, il faut reconnaître la rébellion. Que la rébellion de la Côte d'Ivoire, qui est fondée sur un mensonge contre Laurent Gbagbo. Quand on dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas porter des boubous, c'est un mensonge. Guillaume Soro a menti, même si aujourd'hui il est avec Laurent Gbagbo, ce que je ne comprendrai jamais, et je ne m'expliquerai jamais pourquoi Laurent Gbagbo s'entiche avec Guillaume Soro, parce que ce monsieur est un criminel. Et toutes les enquêtes que nous avons de l'ONU et tout ça montrent comment, méticuleusement, sous le regard de la force Likon à Diokwe, on massacrait des populations. Ensuite, nous avons les frères ivoiriens en 2004, bombardés par l'armée française, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été dédommagés. Les victimes de l'hôtel Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été dédommagées. Mais regardez, mesdames et messieurs, ce qui est fort dans cette affaire, c'est qu'on a dit, oui, il faut rompre les accords de colonisation, les accords de coopération entre la France et les accords militaires entre la France et le truc. Or, un soldat français qui tue un Ivoirien, il est jugé en France, il n'est pas jugé en Côte d'Ivoire. Un soldat français qui tue un Ivoirien en Côte d'Ivoire n'est pas jugé en Côte d'Ivoire, il est jugé en France. Fimé Maé, j'ai interviewé son avocat. Il a été tué en Côte d'Ivoire, mais le soldat a été jugé. Il a pris 1 an, il est sorti. Mais comment nous, on a fait? Nous, on a fait quoi, nous? C'est pour ça que vous devez prendre vos responsabilités pour écrire une constitution où, demain, tu es un Américain, tu as tué en Côte d'Ivoire, tu fais la prison en Côte d'Ivoire, tu es jugé en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais si vous ne vous levez pas, c'est pour ça qu'il est important que vous écriviez cette constitution qui vous ressemble. Et puis ensuite, il y a le bombardement de la résidence de Laurent Gbagbo par Nicolas Sarkozy. Moi, tout mon rêve, c'est que Nicolas Sarkozy soit jugé. Moi, tout mon rêve, c'est ça. J'avais lancé une pétition pour juger les crimes en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011. Les Ivoiriens eux-mêmes ont boycotté ça, mais ils pensaient que j'en voulais à Guillaume Soro. Mais en fait, moi, c'est Nicolas Sarkozy et les chefs d'État africains qui étaient derrière Nicolas Sarkozy qui se sont réunis à Abuja en mars 2011 pour décider du bombardement de la résidence de Laurent Gbagbo. Et on va reconnaître le génocide ouest. Parce qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu un génocide. Il veut le nier, mais il faut noter dans la constitution nouvelle qu'il y a eu un génocide. Mesdames et messieurs, le référendum par consultation, c'est une logistique inventée par Pascal Kokora. Pourquoi? Pour dire aux Ivoiriens, on viendra vous consulter. Toutes les idées que vous allez donner, on va demander à des Ivoiriens de rassembler tout ça pour faire un texte qui ressemblera à ce qu'on appelle un projet participatif. Et c'est ce projet participatif qui va faire l'objet de la constitution. Je vous remercie.